Cette émission vous est présentée par les restaurants Ashton, juste du frais, juste du vrai, et Ameublement Tanguay, là où on se sent en confiance. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Une vie, une passion. Ce soir, nous rencontrons une femme fonceuse, déterminée, le cœur sur la table quasiment aussi, un grand cœur, Charline Raté. Charline Raté, le mot raté à Québec, je pense que tout de suite on l'associe à un commerce qui existe depuis combien d'années? Depuis 82 ans maintenant. 82 ans que ça s'appelait à l'époque Pneus Raté, si on se souvient bien. Là. En fait, c'était Raté Tire Shop. Ça a commencé en 1934, Raté Tire Shop, avec mon arrière-grand-père, Adrien Raté. Et puis, un peu plus tard, avec la francisation en 1981, le commerce a dû changer de nom pour Pneus Raté à ce moment-là, la version francophone. Et aujourd'hui, c'est devenu aussi le groupe Raté. Oui, en fait, le groupe Raté qui a été créé il y a 3 ans maintenant pour amener la synergie à travers nos différentes divisions, dont Pneus Raté qui existe toujours. Alors, ce sont nos points de vente détail, Pneus Raté qu'on connaît. Et puis, on a des divisions poids lourds, Pneus Raté centre du camion, et une division Pneus Colosse qui opère pour les pneus off-the-road, les OTR qu'on appelle, c'est les produits miniers ou de construction, tous les véhicules qui ne peuvent pas circuler sur la route. Donc, ce sont tous des divisions. On a regroupé ça avec la dénomination Groupe Raté. Charline, si vous voulez, on va parler de vous là maintenant. D'abord, vous êtes née à Québec, Charline? Oui, moi, je suis native de Charlesbourg. De Charlesbourg? Oui, Une Charlesbourg. Québécoise pure laine. Absolument, absolument. Et les études, ça s'est fait à Québec. Toute votre vie d'enfance s'est déroulée à Québec? Oui, ça s'est déroulé à Québec. J'ai un petit épisode du côté de Montréal étant très, très jeune au divorce de mes parents. Alors que j'avais 5 ans, je suis revenue avec mon père à l'âge de 8 ans, toujours à Charlesbourg, dans la maison familiale. Et puis, c'est là que j'ai passé le clair de mon enfance, finalement. Toute votre enfance, votre jeunesse. Ma jeunesse. Vos mauvais coups de jeunesse. Oui. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais je lisais dans les notes de recherche que dès l'âge de 14 ans, vous avez commencé à travailler. Oui, en fait, j'ai commencé assez jeune. Même, j'ai eu des petites jobines avant de rentrer au garage parce que moi, j'ai toujours eu une urgence de vivre. Ça, il faut le dire en partant, là. J'ai toujours voulu être vieille vite, grande vite. Tu sais, quand je vais être grande, quand je vais être vieille, il faut que ça soit rapidement. Puis j'ai toujours voulu avoir une autonomie aussi, très rapidement. Donc, l'autonomie, ce que ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent, puis avec l'argent, on est capable d'aller chercher cette liberté-là, tant désirée, tant convoitée. Donc, à 14 ans, moi, déjà, je faisais le ménage au garage, donc 1 à 2 fois par semaine. C'est moi qui passais la grosse mop commerciale et tout ça. Puis j'avais d'autres jobs aussi d'été que je faisais là, à l'extérieur du commerce. Là. Mais mes premiers pas, c'est là que ça s'est fait. C'est une entreprise familiale, donc, parce que c'est l'arrière-grand-père, le grand-père, le père et vous. Est-ce que vous saviez déjà, en étant jeune, que vous feriez votre avenir professionnel dans l'entreprise familiale? En fait, ça s'est plus décidé aux alentours de 16, 17 ans, 18 ans. C'est plus là que ça s'est concrétisé pour moi parce que, tout ça s'est passé très, très rapidement parce que j'ai eu l'opportunité de prendre un poste à l'âge de 15 ans par les soirs, par les fins de semaine, comme commis d'entrepôt. Donc, mon frère, Stéphane, qui était déjà à l'intérieur de l'entreprise à l'époque, étant donné qu'on a 5 ans de différence, a vu qu'il y avait un poste qui s'est libéré et a réussi à convaincre mon père, qui n'était pas du tout chaud à l'idée, de m'embaucher pour combler ce poste-là. Donc, ça consistait à décharger des vannes, placer le matériel dans l'entrepôt, piler ça comme il faut, puis fournir le commerce au détail en pneus. Mais le petit bout de jeune fille que vous étiez était capable de faire ça, là? Ben oui. C'était là le doute de votre père? Ben oui, il ne pensait pas que j'étais capable de faire ça. Puis de toute façon, je pense pas qu'il voulait nécessairement
que j'entre dans le commerce d'une façon ou d'une autre, que ce soit par l'entrepôt ou par ailleurs. Mais c'est ça, Stéphane a réussi à le convaincre en disant, garde, on a un poste de disponible, pourquoi pas, garde, si ça fait pas, on aura toujours la chance de la remplacer finalement. Mais c'est pas ça qui est arrivé. J'ai resté 2 ans dans l'entrepôt, j'ai fini mon secondaire 5, je suis rentrée au cégep, un peu en retard parce qu'il me manquait des cours. En tout cas, j'étais pas très école de mon côté. Et puis, ça m'a appris à déjà être dans l'univers du pneu, là, ces 2 années-là, à être avec l'équipe, les employés, tout ça. Déjà, j'aimais cet univers-là de marginalité, que je pourrais appeler, du fait que j'étais une femme dans un monde d'hommes. Mais j'étais pas juste une femme, là, j'étais jeune, là, j'étais adolescente. Là. J'étais adolescente, c'est ça. Mais est-ce que ça a été... Vous pensez que ça a été plus difficile pour vous que pour votre frère, par exemple? Parce que, pas au niveau des talents, mais au niveau du sexe? Absolument. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça a été plus difficile. Déjà, il y avait une proximité naturelle avec mon père que moi, j'avais pas avec mon père, mais j'avais cette proximité-là avec mon frère, par contre. Donc, c'était comme un triangle. C'est assez spécial comme dynamique. Mais absolument, oui, ça a été plus difficile. Mais moi, j'ai été quand même chanceuse parce que le personnel en place, je me souviens, si je recule, là, c'était vraiment des gens extraordinaires qui m'ont montré le métier. Les hommes de service, les gars d'entrepôt, les livreurs, tout ça, c'était des gens très humains. Puis ils ont vu que mon père me laisserait pas une place sur un plateau d'argent. Ils s'en sont rendus compte. Puis ça, je pense qu'ils ont vu ça venir. Ils l'ont apprécié aussi, je pense. Puis ils m'ont pris un peu sous leurs ailes. Okay. Alors, ils m'ont montré le chemin, finalement, à cette époque-là. Est-ce que le fait que votre père a été plus sévère, d'une certaine façon, avec vous, a fait que ça vous a motivé? Ah oui. Oui. C'est plate de dire, là, mais oui, ça m'a motivée parce qu'il fallait toujours que je prouve davantage que j'étais capable. J'avais toujours ce petit côté-là d'approbation puis de dépassement. Donc, c'est sûr. Si j'avais eu un conseil à y donner à l'époque, si j'avais été plus grande puis plus vieille, j'aurais dit, garde, là, pousse pas trop, là. Je pense qu'elle a compris, là. Mais oui, ça m'a motivée, assurément. Et vers l'âge de 18-19 ans, c'est là où vous êtes devenu ce qu'on appelait à l'époque le vendeur sur le plancher. Là. Vous avez vendu des pneus. Oui, ça s'est passé un petit peu plus tôt que ça, mais dans ces eaux-là, 17, 16, 17, 18. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que mon père me dit, écoute, si jamais ça te tente de rester à l'intérieur de l'entreprise, on a une lacune au niveau administratif. Hein? C'est là qu'on aurait besoin là, de la famille, là. C'est là qu'on en aurait besoin. Alors, OK, c'est beau. Moi, je finissais mon secondaire 5, je rentre au cégep, comme je disais tantôt. Alors, je suis rentrée en technique administrative au cégep de Limoilou, campus de Charlesbourg. Et puis, ça a été 1 an et demi. Cette aventure-là a duré 1 année et demie. Donc, je n'ai pas terminé mes 3 ans de technique comme je l'aurais dû parce que je ne me retrouvais pas dans cet univers-là. L'administration, c'était pas fait pour moi. Les chiffres, c'était pas fait pour moi. C'est pas ça que j'avais envie. Et puis, j'ai dit à mon père au bout d'1 an et demi, écoute, moi, je lâche l'école. Je me retrouve pas là-dedans. C'est pas ça que je veux faire. Puis, il était bien découragé. Puis il m'a dit, bien là, pauvre fille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu rester dans l'entrepôt toute ta vie? Bien, j'ai dit, ben non, pas en tout. Je vais être vendeuse de pneus. C'est ça que je vais faire. Je vais être vendeuse de pneus. Puis là, il faut se remettre en contexte. C'est qu'à l'époque, là je suis début 90, là, 92, 93, mon père était propriétaire d'un point de vente. On avait un point de vente unique à l'époque. Et puis, c'était le propriétaire, mais c'était aussi un vendeur de pneus. Dans le plus clair de son temps, c'est sûr qu'il faisait de la gestion. Mais le poste ultime, pour moi, du haut de mes 16-17 ans, c'était d'être conseiller en pneus, c'était d'être vendeur. Donc, c'est ce que je lui ai dit que je ferais. Et puis, il me dit, bien, écoute, si tu penses que tu es capable de faire ça, bien, go. Vas-y fort. Tu me prouveras que tu es capable. Fait que là, c'est là que la game a vraiment commencé. La game, elle a commencé là. C'était une fille de caractère à ce moment-là, là. Oui, j'étais une fille de caractère avec les autres, mais face à mon père, j'avais beaucoup de difficultés à communiquer avec lui. En fait, on est une famille
pas très unis au point de vue familial, puis on avait beaucoup de difficultés à communiquer. Comme je disais, le triangle. Il faut dire qu'on a une sœur aussi entre Stéphane et moi, Mélanie, qui, elle, a décidé de prendre un autre chemin. Donc, cette dynamique familiale-là, c'était assez particulier. Donc, mon père est de la génération... des fois que j'appelle W, on a des générations Y et tout ça, mais je l'appelle W parce qu'il y avait un W dans le front comme ça. C'est bon. Donc, il était très difficile d'approche, puis qui n'a dit mot consent, là, c'était lui. Okay. Fait que, bon. Donc voilà, j'ai commencé au comptoir à me perfectionner, à m'assurer que j'allais devenir la spécialiste en pneus, parce qu'on ne faisait pas de mécanique à l'époque, on était vraiment des spécialistes. C'est ça, on a commencé en 95 pour du côté de mécanique. Donc là, il fallait que j'apprenne à vendre des pneus, à être la spécialiste en pneus, puis ça, l'école du pneu, ça n'existe pas. Il a fallu que je pose des questions, puis que je me perfectionne, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Puis je me souviens, la première fois que je suis rentrée au comptoir, mon premier appel que j'ai eu à un client, j'ai fait une soumission. Je me souviens même, j'avais proposé des BF Goodrich Radial TA. Puis au bout de la conversation, il me dit, bon, ben, écoute, merci beaucoup pour l'information. Je pense à ça. Puis je me souviens d'avoir dit, ben écoutez, là, moi, là, mon nom, c'est Charline Raté, là. Puis j'aimerais vraiment ça que vous m'achetiez des pneus, là. Donc là, pensez-y, puis venez me voir, là. Hein? Je vais vous les vendre, les pneus. Donc, j'étais déterminée, disons, là. Mais on a l'impression souvent, faussement, je pense, là, que s'intégrer dans une entreprise familiale, c'est facile. Le père a parti l'affaire, le grand-père l'a parti, puis on rentre là-dedans comme si c'était dans du beurre. Là. Ouais. Mais c'est pas évident, nécessairement, rentrer dans une entreprise familiale. Bien, en tout cas, dans mon cas, ça ne l'a pas été. Puis je pense que généralement, c'est pas évident. C'est pas une tâche simple. D'abord, il faut toujours maintenir le standard de qualité, premièrement. Puis après ça, il faut le dépasser. Faut poursuivre. Aussi, il y a la difficulté aussi, c'est le style de gestion parce qu'on a une culture d'entreprise qui est transmis à la base, mais le style de gestion ne suit pas nécessairement la culture d'entreprise. Donc ça, il y a un équilibre à aller chercher. Puis il ne faut pas avoir peur de sortir du cadre, comme je pourrais dire. En tout cas, pour moi, ça a été une très grande difficulté dans ma carrière de passer cette étape-là. Est-ce que vous avez dû faire vos preuves beaucoup plus parce que vous étiez une femme qui s'intégrait dans un milieu d'hommes? Bien, ça, c'est sûr. Mais ça, là, l'intégration et tout ça, tu sais, c'est très personnel. Moi, j'étais une personne qui avait déjà le syndrome de l'imposteur. Parce qu'au départ, je voulais acquérir des aptitudes de gestion, ce que j'avais pas. Oui. Hein? Donc, il a fallu que je défonce les portes, puis ça a été un peu un malin plaisir de rentrer dans des réunions où j'étais pas invitée en ouvrant la porte, en m'assoyant. C'est de dire, bien là, regarde, on place une commande de pneus, bien regarde, je m'assois là. Puis là, les gens me regardaient autour de la table, bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Tu sais, ils n'osaient pas parler, mais je m'assoyais et j'écoutais. Ça a été ma façon à moi de prendre ma place, de dire, regarde, je veux apprendre, que ce soit au niveau administratif, au niveau RH, au niveau approvisionnement, tous les rouages d'une entreprise. J'ai dû aller chercher l'information, j'ai dû aller acquérir les connaissances par moi-même. Parce qu'il n'y a pas personne qui me dit, hey, regarde, Charline, ce soir à 4 heures, on a une réunion, j'aimerais ça que tu y participes parce que j'aimerais ça te transmettre mes connaissances. C'est pas ça qui est arrivé. Bien, ça a été le fun, mais c'est pas ça qui est arrivé. Vous n'avez pas appris à l'école non plus. J'ai pas appris à l'école, mais non. Je l'ai appris sur sur le tas, comme on dit. Mais j'aurais donc aimé ça. Un regret que j'ai, là, j'aurais vraiment aimé ça, faire l'université, ne serait-ce que pour le côté social, ne serait-ce que pour le bagage d'expérience personnelle, de vie, puis d'entourage, d'amis, tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'en regrette. Est-ce que vous le recommandez aux jeunes qui nous écoutent? C'est un incontournable. C'est un incontournable. C'est sûr que l'école. Ses études? Ben oui, c'est sûr que l'école de la vie, c'est riche. C'est riche, c'est très riche. Mais la période où on est jeune adulte, c'est un incontournable, l'école. C'est un incontournable. Oui. Quel est, à ce moment-là, à l'époque où vous êtes jeune fille, vous êtes entrée dans l'entreprise, vous êtes rendue, là, vous êtes plus que vendeur, là, vous êtes même intégré dans l'administration. Là. Oui.
quel est le plus grand défi que vous avez eu à relever à ce moment-là? Bien, le gros défi, ça a été vraiment la succession patronale. Là. Ça a été vraiment au moment où j'ai acheté l'entreprise. Mais déjà avant, ce que je peux dire, je reviens un peu en arrière parce qu'il est arrivé un événement alors que j'avais 16 ou 17 ans. Mon père nous a convoqués, les 3 enfants, Stéphane, Mélanie et moi, un dimanche matin à 7 heures au bureau. Et puis, il s'est assis en avant de nous autres et nous a dit, bon, là, écoutez, là, moi, je suis en train de planifier ma retraite. Ça va se passer probablement dans une dizaine d'années. Moi, avant d'entamer ce processus-là, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous aurait de l'intérêt à reprendre l'entreprise. Hey, moi, je fais ça. Mon frère fait ça. Ma soeur, elle fait elle fait ça. Donc, c'est un peu comme ça que c'est parti. Au terme de la rencontre qui a duré environ 15 minutes, quand je vous parle de communication, c'est environ ça. Avant de quitter le bureau, mon père nous a accrochés, Stéphane et moi. Ils ont dit vous allez me faire chacun un chèque d'un montant X. Vous allez me remettre ça demain matin, lundi matin. Puis là, sans le savoir, parce que moi, ce montant-là, X en question, moi, je ne l'avais pas dans mon compte en banque. Donc, j'ai dû l'emprunter à ma grand-mère, en tout cas, une histoire assez abracadabrante. Et le lundi matin, j'avais le chèque en main, je lui ai glissé ça, sans savoir pourquoi. Et quelques années plus tard, j'ai su que je venais d'acheter mes premières actions. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, un peu plus tard, bon, là, on a tout le cheminement, mon côté d'acquisition de connaissances au niveau de la gestion et tout ça. Et je me ramasse à un moment donné où je suis convoquée à une rencontre. Quelques rencontres, en fait, mais je fais ça vite, là. Mais la rencontre ultime, c'est une rencontre à laquelle j'étais plus ou moins préparée. Et je me rends compte que c'est là qu'on va faire la transaction, le 1er février 2001. 1er février 2001, je la connaissais, la date. Je savais qu'on allait faire une transaction, mais je ne l'ai pas vu venir. J'étais un peu dépassée par les événements, je dois vous avouer, là. Puis cette journée-là, je me suis rendu compte que j'avais un prix de vente qui était établi, j'avais un plan de financement qui était établi, j'avais tout ça, là, j'avais comme un clé en main. Un clé en main. Il faut se rappeler que j'ai acheté avec mon frère, on a acheté ensemble. Et puis, j'ai été comme étonnée. C'est comme si j'avais pas pu participer à l'élaboration de cette planification-là. Tu sais, on parle quand même, c'était quand même moi là, qui ai acheté. Là. Et puis, je pense que mon père voulait bien faire en faisant ça. Tu sais, il a fait ça pour lui, mais pour nous autres aussi. Mais moi, ça m'a plus ou moins plu. J'aurais préféré pouvoir participer à ça, pouvoir négocier mon prix d'achat. Ne serait-ce que de négocier mon prix. Oui. Ne serait-ce que ça. Pouvoir travailler mon plan de financement et tout ça. En tout cas, choisir mes professionnels aussi qui allaient m'accompagner dans cette transition-là qui est des plus importantes dans une carrière, qui est majeure. Vie, même. Absolument. Donc, ça a été une étape importante qui était difficile pour moi à passer. Aussi, je venais d'avoir un bébé. Alors, durant cette transaction-là, j'étais enceinte. Je n'avais pas accouché encore. Donc, tout le bouleversement, j'étais en arrêt de travail, donc j'étais moins dans la dynamique, en fait, là, de l'entreprise. Donc, ça a été un gros bouleversement. Ça a été une période tough. Si vous voulez bien, à partir donc du 1er février 2001, vous êtes propriétaire. Oui. Et tout de suite, après la courte pause que nous avons maintenant, on va parler de l'entreprise et de vous qui gérez et administrez cette entreprise. Excellent. De retour avec notre invité après la pause. De retour avec Charlène Raté. Bonjour à nouveau, Charlène. Merci de nous avoir donné cette première partie-là parce que ça a été vraiment très passionnant. Puis c'est ça qui m'amène à vous poser la question. Est-ce que vous êtes une femme passionnée? Assurément, oui. Dans tout ou professionnellement seulement? Non, dans tout. Oui, je suis une passionnée. Je pense que ça passe par là. On ne peut pas être entrepreneur puis mener à bien un commerce sans avoir une passion. Puis ça fait partie de l'ADN. Oui. Oui.
comment on vit ces passions-là au quotidien? Est-ce que si, par exemple, vous me dites que vous avez des passions personnelles, professionnelles, Oui. comment on les vit? Comment on les assimile, ces deux choses-là? Bien, en fait, on va chercher un équilibre à travers ça. Je vous ai dit en première partie que, étant plus jeune, j'avais une urgence de vivre, j'avais ce sentiment-là d'une urgence de vivre, puis ça passe par la liberté beaucoup. Alors moi, j'ai été beaucoup en quête de liberté. Et puis mes passions, avec le recul, je m'aperçois que toutes mes passions sont en lien avec la liberté. À 14 ans, j'ai acheté une voiture anglaise convertible que j'ai remontée moi-même jusqu'à temps que j'aie un permis de conduire. Donc, pendant 2 ans, que j'ai remonté moi-même pour justement pouvoir Vivre une passion? Vivre une passion, tout le côté marginal et tout ça qu'on parlait tout à l'heure. Puis le côté décapotable, convertible, c'est la liberté, c'est le côté différent. J'étais différente, les gens me regardaient. J'avais une Triumph TR6 1976 que j'ai gardée d'ailleurs 20 ans. Donc, c'est toute cette notion-là. Ça a été une passion. Ensuite de ça, toujours dans la liberté, les voyages. Je suis... Vous avez voyagé beaucoup, j'ai voyagé professionnellement ou personnel? Les deux, en fait. Les deux? Les deux, en fait. Puis moi, étant très jeune, à 16 ou 17 ans, ma sœur et moi, on est passionnés toutes les deux de voyage. Puis on se disait, hey, ça serait le fun hein, de pouvoir faire le tour du monde dans notre vie. Puis on s'est dit, hey, à chaque année, là, on va faire un voyage, toi puis moi, ensemble. Fait qu'à 80 ans, on va avoir fait un bout, là. Et puis, c'est ce qui est arrivé. On a fait ça. Oui. Encore aujourd'hui, on planifie notre voyage pour le Chili. Je pars dans 3 semaines avec elle. Donc, depuis que j'ai 16-17 ans, je fais un voyage par année avec ma sœur. Et c'est un voyage, c'est un pays différent à chaque fois. Mais à travers de ça, je voyage professionnellement, je voyage avec mon conjoint, mes enfants et tout ça. Donc, c'est sûr que ça m'amène à la liberté recherchée, là. C'est beaucoup par là qu'elle passe. Et en affaires, lorsque vous m'avez dit que vous avez voyagé, est-ce que c'est pour aller chercher des nouvelles techniques, appliquer des nouvelles choses, créer de nouvelles choses au groupe Raté? Absolument. Puis ça, on s'en est servi beaucoup, Stéphane et moi, en 2001, notamment, quand on a racheté l'entreprise et tout ça, on a fait on a réinventé, en fait, le garage. Je cherchais le mot approprié, là, mais on a fait un gros investissement au niveau du siège social qu'on connaît actuellement à Limoilou. Ça a été une grosse décision. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on reste pas là? Puis, finalement, on a décidé d'investir à Limoilou, là où le siège social est. Et on a apporté beaucoup de nouvelles tendances qu'on a trouvées ailleurs, en Asie notamment, en implantant un bistrot, un café bistrot qu'on a mis à l'époque, qui n'est plus là maintenant parce que, bon, au bout de 15 ans, on doit innover, échanger, renouveler. Mais en 2001, là, c'est vraiment ce qu'on a fait. On a réinventé le garage, les salles de jeu, l'implantation du Wi-Fi gratuit, le service à la clientèle, très axé sur le service à la clientèle. C'est ça. Donc, c'est un esprit sain dans un corps sain. On offrait des cours de kickboxing aux employés, etc. Donc, c'est des choses, des tendances qu'on est allé chercher en Corée notamment, ou au Japon. Donc, oui, absolument, on essaie de ramener ces tendances-là ici pour innover. Le groupe Raté va fêter ou a fêté ses 80 ans, je pense, Oui, absolument. On est sur la 82e année. Ouais. Il y a des milliers de Québécois qui connaissent le groupe Raté, évidemment, depuis autant d'années. Vous employez beaucoup de personnes aussi. C'est une oui, assez absolument. grosse entreprise Oui, en période de maintenant, pointe, là, 300 personnes, là, 300 en période de quand pointe. même, hein? Vous avez plusieurs points de vente dans la région de Québec? Oui, 13 à points de l'extérieur, en vente. avez-vous? Oui, du côté de la Mauricie. Du côté de la Mauricie? Oui, Shawinigan, Trois-Rivières, et puis un point de vente à Fermont pour les produits miniers. Donc, notre division de pneus oui, Colosse. vous avez comment vous appelez ça, ces pneus-là? Pneus Colosse. Pneus Colosse. Les Colosses. Avec toute cette expérience-là de vie professionnelle dans un milieu d'hommes, encore une fois, je le dis, parce qu'effectivement, les pneus et tout ça, là, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans votre vie professionnelle? De ne pas m'avoir fait confiance avant. Oui. De ne pas m'avoir fait confiance suffisamment là, au début. Je vous parlais du syndrome de l'imposteur. Ça m'a suivi longtemps. Puis c'est un mot que j'aime pas employer, mais c'est ça, la confiance en soi.
C'est sûr que quand on est entouré avec des gens qui ont moins tendance à nous donner les tapes dans le dos, puis tout ça, c'est plus difficile. Donc, j'ai eu à me faire confiance comme moi-même, là. Mais si c'était à refaire, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais. Je me dirais, regarde, t'es capable. Vas-y. Vous avez encore beaucoup de passion à vivre. Oui. Vous entrevoyez l'avenir comment? Professionnellement? Professionnellement. Au départ, puis personnellement? Bien, professionnellement, c'est sûr qu'on est en développement d'affaires constant. On est une entreprise qui a une croissance très rapide. Là, présentement, je dirais qu'à court terme, on veut stabiliser tout ça, mais c'est sûr qu'on a des projets de développement. Je veux dire, on est les meilleurs, on est les leaders. Les leaders! Exactement. Donc ça, on ne perd pas nos acquis. Au contraire, on acquiert encore plus d'innovation et on pousse l'avant-garde là, à son apogée. Donc ça, c'est pour la vision. Maintenant, personnellement, je suis une personne avec le recul qui s'aperçoit qu'il a toujours manifesté un intérêt au niveau entrepreneurial. Puis, sans le savoir, je me suis impliquée depuis les 20 dernières années dans tout ce qui est entrepreneuriat féminin particulièrement. Puis, c'est quelque chose que j'aime et c'est pour ça que j'ai créé la fondation aussi il y a 2 ans, la fondation du groupe Raté qui vise à soutenir les entrepreneurs en démarrage. Donc, c'est ce que j'aime. Sur le plan personnel, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil à savoir, par exemple, si c'est une femme, tiens, une jeune fille là, qui nous écoute, qui veut faire le même parcours que vous, il y a des embûches, il y a ci, puis il y a ça, là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour réussir? Qu'elle s'entoure, premièrement. Qu'elle ait un profond désir de réussir, parce qu'à la base, si t'as pas ça, ça marche pas. Profond désir de réussir, bien s'entourer des gens qui vont l'aider à arriver à son rêve. Rêver, de ne pas arrêter de rêver, parce que c'est comme ça que les choses se réalisent. Puis de se faire confiance. Je leur dis, là, mais de se faire confiance. Oui. Est-ce que vous rêvez encore? Ben oui. Oui? Ah ben oui, c'est sûr. Hey, je suis toute jeune, moi, là. Vous êtes absolument charmante, Charline. Merci beaucoup. Merci. De nous avoir livré tout ça aujourd'hui. Ça a été vraiment, vraiment sympathique. Merci. C'est un plaisir. Merci. Cette émission vous a été présentée par les restaurants Ashton, juste du frais, juste du vrai, et Ameublement Tanguay, là où on se sent en confiance.